aujourd'hui une vidéo sur un mot qui est en train de monter crescendo, c'est la notion de guerre civile. Donc c'est un thème qui est en train d'être beaucoup répandu dans les milieux dissidents, dans les milieux maghrébins, dans les milieux islamistes et même dans les milieux mainstream. Alors, comme toujours en France, on fait les choses à l'envers. Hein. On pose des conclusions et on n'étudie jamais les bases. Moi, j'en reste à une démarche scientifique. Alors, pour appuyer mon propos, je vais vous parler du dernier sondage très récent qui date d'il y a quelques jours. C'est un sondage IFOP pour le JDD sur les intentions de vote au futur présidentiel. Alors, commencez pas à venir m'emmerder avec c'est des sondages, c'est des ci, c'est des ça. On va pas chipoter pour 2-3%, franchement. Les chiffres me paraissent assez crédibles. Alors on dit quoi? On dit Marine Le Pen 28%. Alors tout de suite, ça y est, les gens vont se faire des sauts de cabri. Ah, formidable, fantastique, etc. Macron 27 à 28. Mélenchon 11. Les Républicains, alors en fonction du candidat, c'est 10 ou 11%. Si c'était Pécresse, ça serait 7%. Comme quoi, franchement, ils sont sexistes. Hein. Jadot, le technocrate vert, le vert qui a jamais planté un pied de tomate. Tiens, pourquoi je dis ça 7,5 à 9%. Dupont-Aignan 6 à 7%. Et le PS 2,5 à 3%. Ça, c'est dû à l'espérance de vie des profs, hein, qui sont... les profs vivent très vieux, hein, donc c'est tous les chromires là qui... donc ça, je pense qu'ils vont mettre beaucoup de temps à tomber en dessous de 1%. Alors, au deuxième tour, on nous dit que Macron aurait 5,5% et Marine Le Pen 45%. Alors, comment les gens du quotidien vont voir ça? Ils vont dire... alors à gauche, on va dire oh là 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 là, quelle catastrophe, le péril brun, etc., etc. L'extrême droite débile va dire ça y est, allez encore un petit effort et on y est presque. Alors, admettons que ça progresse, etc. Et imaginez que Marine Le Pen soit élue, je veux dire par exemple avec 54%. Allez, soyons fous, je vais même vous dire 56%. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, interrompez la vidéo quelques minutes et posez-vous la question. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça... Voilà, ça va... quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites ça y est, enfin avoir le pouvoir, on va sauver le pays, c'est formidable, bon enfin on peut gagner, elle va redresser le pays, tout ira bien, etc. Bon voilà, donc prenez quelques minutes pour réfléchir, et une fois que vous avez réfléchi, reprenez le cours de la vidéo. Bon. Ok. Donc, moi ce que j'en pense, je pense que ces résultats sont dérisoires. Je pense que, compte tenu de l'état de la France, cette espèce de simagrée électorale n'a plus aucun intérêt. Aucun intérêt. La France est ingouvernable, mais moi j'entendais déjà mon grand-père dire ça. Donc, à chaque fois qu'on avait un déjeuner de famille, mon grand-père sortait tout le temps. De toute façon, la France, elle est coupée en deux, elle est ingouvernable. Donc j'étais gamin, hein, je devais avoir, je sais pas, 10 ans, quoi. J'étais tout petit. Donc ça remonte très loin. Donc voilà, la France reste vraiment coupée en deux, ingouvernable. Donc est-ce que Marine Le Pen peut gouverner avec 54%, avec 56%? Moi je pense que non. Je pense que c'est impossible. Impossible.
De toute façon, les gauchistes ont infiltré tous les rouages de la société. Et je pense que vous avez au moins compris une chose, c'est qu'ils reculeront devant rien. Hein, faut pas oublier qu'il y a eu des sabotages, il y a eu des choses, il y a eu des ça. Il est clair que rien que la SNCF, il y aura plus de train, il y aura plus. Enfin, le lendemain, il y a grève générale, et donc c'est impossible. C'est impossible. Puis la deuxième question qu'il faut se poser, c'est mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable que ce soit le Rassemblement national qui assume de prendre sur les bras un pays en ruine? Voilà, donc je vais passer à autre chose. Posez-vous les bonnes questions. Alors les nationalistes, pour moi, c'est ceux qui sont désormais des amoureux de leur pays, mais qui sont désormais exclus dans leur propre pays. Et qui sont les anti-France? Les anti-France, c'est les communautaristes de souche. Ce que j'appelle les communautaristes de souche. C'est-à-dire les bourgeois, les gauchistes, les LGBT, les féministes, puis tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui privilégient leur appartenance communautaire à la France et qui sont donc intrinsèquement des ennemis de la France. Alors il y a bien entendu les anti-France d'origine étrangère, qui sont ataviquement anti-France, comme par exemple les Algériens ou beaucoup d'Algériens. Alors les anti-France de souche. Les anti-France de souche, ils ne remontent pas hier. Donc voilà. Alors, les premiers anti-France de souche, si on veut remonter un petit peu historiquement, c'était des nobles. Leur dernier grand coup d'éclat, c'était la fameuse coalition qui a essayé de venir en aide des cours européennes, qui a essayé de venir en aide à Louis XVI. Et c'est là que la notion de nation s'est implantée, Valmy, etc., pour repousser la coalition étrangère. Et là, il y a eu une espèce d'union nationale. Ensuite, les bourgeois ont pris le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a observé? On a observé, par exemple, la Commune de Paris, 1870. Alors, là encore, commencez pas à venir m'emmerder avec l'histoire du communisme. Je ne suis pas en train de juger la Commune de Paris, je suis en train de juger ce qui s'est passé par la suite. Alors, la Commune de Paris, certes, ils ont fusillé et exécuté des gens, mais je vous invite à regarder les pertes de part et d'autre. Et après, voilà, moi je ne suis pas en train de juger la Commune de Paris en tant que telle. Je suis en train de juger le fait que l'État français a fait alliance avec les Prussiens pour pouvoir réprimer la Commune de Paris. Ça, c'est quelque chose, moi, c'est ce qui me... nonobstant les querelles politiques, c'est un fait. C'est un fait. Donc, Adolphe Thiers, c'est la caricature du bourgeois haineux du peuple. Ensuite, vous avez quoi? Je prends un autre... Il y a d'autres exemples, mais je prends les plus marquants. Vous avez le Front populaire en 1936. Et ça a été un traumatisme très profond pour la bourgeoisie française. Et il y a une lecture qu'on ne fait jamais de la Deuxième Guerre mondiale, jamais. Alors c'est très étonnant, c'est très étrange. Alors on va vous dire que Gamelin avait la syphilis, qu'il était alcoolique, qu'il était nul, on parle des généraux, comme si une guerre se perdait à cause d'un ou deux généraux. Non, la guerre de 1940 a été perdue parce que la France avait été sociologiquement coupée en deux. Il y a eu 1936, et puis ensuite il y a eu la déconfiture. Ensuite vous avez eu donc le peuple du Front populaire qui avait cru atteindre ses objectifs. Retour de bâton à partir de 1938, sévère.
Puis ensuite, remise des clés du pouvoir des centristes centre-droit, l'équivalent des macronistes actuels, au maréchal Pétain, qui a pris le pouvoir. Alors la lecture qu'on vous fait de la défaite de 1940 est falsifiée de A à Z. Donc d'abord, premièrement, aucune lecture sociologique du fait que nous avons vous avez dans l'armée française ou dans le peuple français un peuple démoralisé par la chute du Front populaire et des acquis du Front populaire, et d'autre part une droite bourgeoise haineuse et revancharde qui, sans le dire trop ouvertement, était très heureuse de l'invasion allemande pour être certaine d'avoir une mainmise entre guillemets de droite. Le maréchal Pétain, on en fait toujours la caricature d'un espèce de vieux militant d'extrême droite, etc. Non, pas du tout. Le maréchal Pétain était un homme politique très important de la droite. Alors la droite à cette époque-là, c'était pas le MoDem ou les Républicains. C'était très à droite. Donc en fait, la prise de pouvoir de Pétain, c'est plus que la lecture classique des députés en latrouille, il se sauve, il laisse les clés, il fuit en caleçon avec le pantalon sur les épaules, pas du tout. C'est la classe bourgeoise qui se dédouane du désastre, qui remet les clés à quelqu'un dont elle est sûre, cette classe bourgeoise, qui va appliquer coûte que coûte une politique de droite. Et l'ennemi numéro 1 du maréchal Pétain et de Vichy, c'était les communistes. Alors bien entendu, c'était une droite anti-juive, mais le côté anti-juif était bien en dessous du côté anticommuniste. Que vous le vouliez ou non, alors ceux qui commencent à fulminer, d'abord révisez un peu l'histoire, et le jour où vous aurez un minimum de niveau, vous viendrez m'en reparler. Voilà. Donc voilà, il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que cette droite, elle a été, il y a une grande partie de la droite d'affaires était très contente de l'invasion allemande. Et d'ailleurs, elle commerçait sans problème avec l'Allemagne. On l'a vu, l'affaire de Renault, etc. Ce qu'ils voulaient avant tout, c'était d'éviter un retour du communisme et du Front populaire. Voilà, donc j'insiste, cette lecture, parce que cette lecture, c'est la lecture dont on n'entend jamais parler, parce qu'on n'explique pas jamais pourquoi la France s'est effondrée si vite. On vous l'explique jamais. Jamais, jamais, jamais. Et j'aimerais bien que vous intégriez l'aspect effondrement moral de la gauche et sentiment revanchard haineux de la droite. Et là, vous avez tout de suite compris pourquoi nous nous sommes effondrés et pourquoi de la collaboration et pourquoi. Mai 68. Alors, le mai 68, c'est pas les salopards de gauchistes, etc. Ce qui a traumatisé la droite, c'est la grève générale, que même les syndicats ont eu beaucoup de mal à contrôler. Alors c'est Pompidou qui a conduit un peu les négociations avec les fameux accords qui ont relevé les salaires, etc. etc. Et Pompidou en a conçu une haine. Pompidou avait une haine sociale absolument effroyable. Il avait une détestation profonde du peuple. Et sa revanche, il la tiendra donc avec les lois Pompidou, les lois sur les finances, sur le secteur bancaire, entre 72 et 73, d'une part, et par l'intensification de l'immigration. Les gilets jaunes, actuellement, c'est la même chose, donc il y a une répression féroce. J'ai fait une vidéo sur les foulards rouges. C'était très intéressant. Il y avait des reportages des fameuses chaînes russes là autour du défilé des foulards rouges. Et par la suite,
Et les foulards rouges qui défilaient regrettaient qu'on n'utilise pas des balles réelles contre les gilets jaunes. Et il y a même un des organisateurs à un moment qui trouvait Macron trop mou. Et à un moment, il glisse une phrase sur laquelle personne n'a tiqué, c'est qu'il souhaiterait même une intervention qu'il qualifie d'européenne. Alors ça, c'est très drôle, ça. C'est-à-dire que voilà, on est revenu à la collaboration allemande. Enfin, européenne, il ne veut pas dire allemande, mais il dit européenne. Voilà. Donc en fait, l'histoire se répète, hein, l'histoire bégaye. C'est la haine du peuple par les bourgeois qui ne change pas de nature, et vous voyez que les événements, il se passe toujours la même chose. Alors, donc là, je vous ai parlé, vous voyez, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé de haine sociale. Je vous ai parlé de haine sociale. Alors, de l'autre côté, dans les années 60, 70, 80, vous entendiez les communistes derrière Marchais qui disaient « faut prendre aux riches, faut ceci, faut cela ». Maintenant, c'est fini dans le peuple. Le peuple, il est en mode survie. Les gilets jaunes sont en train de mendier quelques centimes par-ci par-là, c'est fini, vous n'entendez plus. Et d'ailleurs, même les gilets jaunes me disent il faut des riches, on n'a rien contre les riches. Des pauvres gens sont en train de s'auto-flageller. Alors, comment on en arrive là? Je vois simplement qu'on se pose des questions. Qui est coupable? Qui est le plus coupable? Est-ce que c'est Macron? Macron, vous savez, des Macron, il n'y a pas qu'un Macron. Est-ce que Griveaux, c'est mieux que Macron? Macron, il aurait pu s'appeler Griveaux, il aurait pu s'appeler Ferrand. Il existe, c'est un être humain qui existe. Qui est coupable? C'est Macron ou ceux qui ont élu Macron? Moi, ma réponse, elle est claire. C'est que, vous avez vu ce qu'on a élu depuis De Gaulle. Donc les coupables sont ceux qui élisent tous ces guignols, tous ces bouffons, tous ces incapables qu'on a élus depuis De Gaulle. Les Giscard, les Mitterrand, les Chirac, etc. Le problème, c'est pas le président, c'est ceux qui élisent ce président. Enfin voilà, moi, c'est modestement mon opinion. Si on parle d'immigration, qui est-ce qui est à blâmer? Est-ce que ce sont les immigrés? Les immigrés sont comme tout le monde, ils essayent de pas leur demander d'être des puits de morale, des puits de vertu, des puits de ci, des puits de ça. L'être humain, il va vers son intérêt. Hein. Si on le laisse, vous savez, si le marchand il laisse sa porte ouverte, qui se retire, les gens qui vont entrer, ils vont se servir. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Donc, est-ce qu'il faut blâmer les immigrés ou ceux qui les ont fait entrer? Les Bouygues, les Renault, les Giscard, entre parenthèses, une chose que les gens ont laissé passer, c'est Macron qui a étendu la possibilité de regroupement familial. Donc pendant qu'il fait des beaux discours, cette espèce de fourbe et de menteur, il fait l'inverse. Hein. Donc désormais, c'est les fratries qui peuvent entrer. Et ça, merci Macron. Alors, je vous remettrai une vidéo de Bouygues qui se félicite de l'arrivée des immigrés sans savoir que ce grand génie qui est obligé de se taper désormais tous les descendants, notamment les délinquants, etc., etc. C'était des génies, les Giscard. Alors, Macron et le système, ils sont tout à fait conscients de la possibilité d'une guerre civile, parce qu'ils leur remontent tous les jours, il y a des fiches qui leur remontent avec des rapports et des synthèses, etc. Donc ça, il le sait que c'est possible. Puis d'ailleurs, il y a quelques signes un petit peu prémonitoires. Alors, qu'est-ce qui est possible? D'abord, la guerre civile, c'est d'abord, premièrement, qui contre qui? Parce que vous avez vu ce que je vous ai parlé. Est-ce que c'est une guerre de classe? Ou est-ce que ce sont des émeutes raciales qui vont dégénérer? Il faut savoir ce dont on parle en tant que guerre civile. Parce que désormais, c'est très compliqué. Chez les immigrés, il n'y a pas les immigrés. Vous avez les Maghrébins, les Subsahariens, les Asiatiques, les Roumains, les pays de l'Est, etc. Et même à l'intérieur de ça, vous avez des classes moyennes.
Et notamment maintenant, vous avez une classe moyenne maghrébine qui a eu le temps de se former. Vous imaginez quoi que la classe moyenne maghrébine, que les ingénieurs maghrébins, que les médecins maghrébins, ils vont aller dans la rue avec des couteaux, ils vont égorger tous les gens qui croisent. Hein? Le quart monde blanc, qu'est-ce qu'il va faire? Bon. Alors, vous savez, l'histoire peut bégayer. Hein. Il faut savoir que Macron, c'est quelqu'un d'extrêmement peureux, hypocondriaque. Entre parenthèses, d'ailleurs, Rouen, il est revenu là que parce que c'est bon signe, hein, ça veut dire que l'air sans doute doit plus être pollué. S'il n'est pas venu avant à Rouen, Lubrizol, c'est parce que c'est à cause de la... Il a très peur d'être intoxiqué. Il faut savoir que quand il rentre dans sa voiture, etc., il se précipite sur des lingettes ou des produits antibactériens après avoir serré des mains. Pour lui, c'est un cauchemar. Hein. Donc ça, vous ne le savez pas trop, très hypocondriaque. Alors, qu'est-ce qui est possible? L'histoire se répète, il est tout à fait possible qu'il y ait un scénario Pétain, que j'appelle le scénario Pétain. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, on remette les clés au Rassemblement national pour dire, allez, hop, etc. Et pourquoi pas Zemmour dans le rôle de Laval? Scénario plausible. Je vous ai déjà dit ce que j'en pense. Je pense que de toute façon, le Rassemblement national n'est pas en mesure de gouverner. Et ce serait une grave erreur que d'accepter ça. Alors attention, si le chaos prend beaucoup d'ampleur, il faut bien voir qu'il y a l'économie, déjà qui va très très mal. Donc ça peut avoir des conséquences. Et ceux qui ont intérêt à... Le principal pays qui a intérêt à ce que ça ne dégénère pas, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a son petit marché, l'Allemagne est au bord de la faillite et l'Allemagne ne peut pas se permettre qu'une économie ou qu'un pays tel que la France s'effondre. Quand je parle de l'Allemagne, c'est l'Allemagne et son empire reconstitué. L'Allemagne a reconstitué une sorte de Saint-Empire romain germanique. Je vous mets en lien des documents qui vous montrent que, ça c'est un secret de polichinelle, hein, l'Allemagne cherche à recruter pour l'armée allemande différentes nationalités européennes, donc des Polonais, des Roumains, je crois des Italiens, il me semble même des Turcs. Donc il suffirait de prêter un serment d'allégeance à l'Allemagne. Alors la question subsidiaire que je pose, comment réagira l'Empire? L'Empire, vous savez, moi j'ai vu des reportages, hein, sur des conférences de la droite trumpienne dans l'Amérique profonde depuis longtemps, enfin même sous Bush, etc. La droite bushiste serait très heureux qu'il y ait un chaos, notamment en France. Comment réagirait l'Union européenne? Bon, c'est pas très difficile à savoir, hein. L'Irlande et la Grande-Bretagne se couperaient de l'Europe et se tourneraient vers les États-Unis. D'ailleurs, on peut se poser la question, quelles sont les raisons profondes du Brexit? Et les services secrets anglais sont très au courant des choses, et peut-être qu'on ne dit pas, c'est qu'ils veulent s'éviter le chaos. Alors pareil, hein, l'Espagne, le Portugal, ils feront comme durant les Premières et Deuxième Guerres mondiales, ils couperont les Pyrénées et ils se tourneront vers les États-Unis. Une question intéressante, c'est quel sera le rôle de la Turquie, qui aura certainement envie d'envahir la Grèce et de reconstituer son empire au sud. Voilà. Donc simplement, rappelez-vous de l'histoire, et si on apprend l'histoire, et si on fait en sorte que vous appreniez plus l'histoire, c'est pas un hasard, parce que les mêmes causes produisent les mêmes CV. Alors après, la dernière question que je serai invité à vous poser, ou plutôt je vous dis, à qui est-ce de faire le ménage? Est-ce que sont les Français exclus? Moi j'ai tendance à dire que c'est aux bourgeois de réparer la merde qu'ils ont causée. Moi je vous le dis, voilà, je vous le dis très honnêtement. Et je serai pour la création d'un mouvement, le mouvement de la responsabilité. C'est-à-dire que il y en a marre de parler de la France, des Français, de ceci, de cela. Non, pour moi, c'est le coupable qui paye. C'est pas l'immeuble dans lequel vit le coupable. Voilà, ça c'est un petit peu ma philosophie. Je vous laisse sur ce, je vous laisse méditer.